Mon premier souhait, c'est d'arriver au bout de cet exposé avec encore un petit filet de voix. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Donc je prends certainement pas la place de Paul-Henri. Je vais parler d'un autre sujet. Je vais parler d'un sujet que je crois connaître, auquel j'ai consacré toute ma carrière. C'est la modélisation dans les sciences de l'ingénieur. Et mon point de départ est de dire qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul produit auquel vous puissiez penser. Le titre vous jette le défi de me proposer un produit manufacturé, comme on disait avant, qui n'aurait pas été conçu avec l'intervention d'un ou plusieurs modèles. Que ce soit pour tester son aérodynamisme, sa résistance au crash, sa compatibilité électromagnétique, l'état de contrainte dans les parties les plus fragiles, son comportement dynamique et vibratoire, sa fabricabilité, sa résistance à la corrosion. Faites-moi confiance, les images illustrent chaque fois le propos, même si je ne m'arrête pas sur chacune. La possibilité d'injecter plus ou moins efficacement les parties du produit qui sont en matière plastique, ou ce qui est mon domaine dans lequel j'ai travaillé presque toute ma carrière, son comportement vibroacoustique. La modélisation est devenue absolument centrale dans le domaine des sciences de l'ingénieur et représente un marché qui est considérable. Je ne vais pas vous parler d'économie, mais je pense que le chiffre est saisissant. Dans cette projection qui vaut ce qu'elle vaut, on estime qu'en 2021, le marché de la simulation pour les ingénieurs atteindra un volume de 6 milliards de dollars. Donc on ne parle pas du tout d'une discipline scientifique marginale, mais de quelque chose qui est vraiment au cœur du processus de conception de produits nouveaux et de produits innovants. Alors, dans le cadre de cet exposé, je voudrais me baser sur une définition des modèles qui provient d'un livre très intéressant, déjà ancien, de 1996, de l'historien des mathématiques Giorgio Israel, qui s'appelle « La mathématisation du réel » et qui propose dans l'introduction une double définition. Un modèle mathématique est une représentation en langage mathématique d'un aspect de la réalité, que cet aspect existe déjà ou qu'il s'agisse de le réaliser. Et puis, un modèle mathématique est un fragment de mathématiques appliqué à un fragment de réalité. Sur la première, je souligne ce qui a déjà été souligné, qui à mon avis sera souligné tout au long de la journée, c'est que les modèles ne s'attachent jamais qu'à un aspect de la réalité. Pour les sciences de l'ingénieur, la deuxième partie est importante, que cet aspect existe déjà ou qu'il s'agisse de le réaliser. Il est évident qu'un ingénieur utilise la simulation pour étudier un système qui n'existe pas encore, de manière à pouvoir l'améliorer, l'optimiser avant qu'il ne soit mis en production. Mais mon exposé sera plus structuré sur base de la deuxième définition. Et ce que je veux faire, c'est vous présenter le plus simplement possible, le plus intuitivement possible, le fragment de mathématiques qui est central dans cette théorie, qui sont les équations dérivées partielles, et insister, comme pratiquement, je crois, tous mes collègues, sur l'idée de fragment de réalité. Donc je vais commencer, comme souvent, avec Newton, et pour introduire le concept d'équation différentielle. Ensuite, je passerai aux équations aux dérivées partielles. Il y aura quelques équations, si vous ne les aimez pas, regardez-les juste pour le plaisir des yeux. Je leur trouve toujours une très très grande beauté, même purement esthétique. Elles en ont d'autres, mais... Donc, je vais partir d'un problème extrêmement simple, ce sont des mathématiques et de la physique de l'enseignement secondaire. On part de la seconde loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si un solide ou un objet ou un point matériel est soumis à un ensemble de forces dont la résultante est F, cet objet va se déplacer, va subir une accélération A, et si sa masse est M, il y a une relation simple, masse fois accélération égale force. Newton dit aussi que s'il n'y a pas de force, de ce fait-là, l'accélération est nulle, et donc l'objet conserve son état de mouvement.
Alors l'accélération, qu'est-ce que c'est? On parle bien d'accélération instantanée, et donc l'accélération instantanée, c'est la variation de vitesse. Est-ce que la vitesse augmente, diminue, et dans quelle proportion? Ce qui fait introduire la notion de dérivée. L'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, et donc l'accélération est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Voilà une première chose posée. La deuxième grande contribution de Newton, on en a parlé, c'est la loi d'interaction gravitationnelle qui dit que la force entre deux masses, ma et mb, est proportionnelle au produit de ces deux masses, inversement proportionnelle au carré de leur distance, et puis il y a une constante de proportionnalité qu'on appelle la constante de Cavendish. Pour une masse, ce qui est le sujet qui va nous intéresser, qui est à la surface de la Terre, eh bien on peut ramener ça à quelque chose d'encore beaucoup plus simple. La force qui agit sur une masse m placée à la surface de la Terre, c'est cette masse fois la constante, l'accélération de la gravité, qu'on appelle g. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour introduire un concept mathématique central en modélisation. Et pour ça, je vais étudier un problème extrêmement simple, qui est celui d'un obus sortant d'un canon. Il sort de ce canon avec une certaine vitesse, V0. Cette vitesse a des composantes horizontales et verticale, et ce que je souhaite connaître, c'est la trajectoire du boulet. Alors je vais simplement appliquer séparément au mouvement vertical et au mouvement horizontal la loi de Newton. La force qui agit sur le boulet, c'est simplement la force de gravité, mg, qui est verticale, dirigée vers le bas, et donc je dois égaler masse fois accélération à cette force. J'ai donc la masse fois la dérivée seconde de la position verticale, qui est égale à la force. Vous voyez que la masse, si vous ne suivez pas les détails des mathématiques, c'est sans importance, ce sont les conclusions qui seront importantes. La masse est des deux côtés peut disparaître, et puis je me retrouve face à un objet mathématique qu'on appelle une équation différentielle, puisque l'inconnu y apparaît sous forme de dérivée, donc d'une relation entre la fonction inconnue et ses dérivés et des constantes. Alors, cette équation, on peut l'intégrer assez facilement, passer de l'accélération à la vitesse, à la position, et on voit que la position varie suivant cette formule, mais je ne vais pas l'expliciter, le temps est relativement compté. On peut faire de même pour le mouvement horizontal, mais horizontalement, il n'y a pas de force. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de force qu'il n'y a pas de mouvement. Puisqu'il y a une vitesse initiale, le mobile va se déplacer à cette vitesse horizontale initiale constante. Et maintenant que j'ai résolu ces deux problèmes, je peux trouver la trajectoire du boulet. Donc les détails ne sont pas importants, mais ceci met en évidence des éléments clés dans la notion de modélisation. La première, c'est que naturellement, le problème se pose sous forme d'une équation différentielle. Il y a une relation entre la grandeur physique étudiée, la position, ses dérivés et des constantes, des paramètres. Ce sera aussi une constante de ce que je vais présenter. Ensuite, l'équation elle-même ne détermine pas la totalité du mouvement. Ce qui est central, c'est ce qu'on appelle une condition initiale. Le boulet a une certaine vitesse à la sortie du canon, et cette vitesse détermine en détail la trajectoire suivie. Disons que l'équation définit la forme, une catégorie de trajectoire, mais la condition initiale détermine la trajectoire elle-même. Notez que la cause du mouvement n'influe absolument pas sur le mouvement lui-même, dans le sens où si je remplace ce canon par un géant qui joue à la pétanque, si la vitesse est la même, la trajectoire sera la même. Donc, le résultat du mouvement est, dans cette manière de poser le problème, indépendant de la cause, pour autant que la vitesse en sortie de la main du géant ou du canon soit la même. Et puis l'usage de dérivés implique, c'est assez évident, la continuité temporelle. Je reviendrai là-dessus également. Alors, ça c'est vraiment ce qu'on appelle, enfin c'est l'archétype d'une théorie mathématisée. On part d'une théorie, force égale masse fois accélération, et on l'exprime sous forme mathématique, on en tire des conséquences. Elle a une simplicité, une beauté, et on pense qu'on ne peut pas la remettre en cause. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a une idéalisation, une simplification qui est radicale dans ce que je viens de faire, et je vais simplement le passer très très rapidement. Bon, d'abord,
vous savez que la deuxième loi de Newton, ce n'est pas force égale masse fois accélération. C'est que la force est égale à la dérivée temporelle de la quantité de mouvement. Dès que vous avez un objet à masse variable, la masse est à l'intérieur de la dérivée et pas comme facteur à l'extérieur de la dérivée. Ensuite, en termes de force, la résultante des forces, j'ai simplement pris en compte la gravité. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'effet Coriolis lié à la rotation de la Terre, donc je simplifie radicalement le problème. Et puis, il y a d'autres idéalisations. Vous savez qu'en général, une balle de fusil tourne quand elle sort du fusil. Ici, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de déformation du boulet, il n'y a pas d'effet aérodynamique, et je peux continuer les choses comme ça. Voilà pour Newton, je vais plus loin. Le succès de la mécanique newtonienne a poussé à l'appliquer à énormément de domaines et bien sûr à la généraliser dans le contexte de la mécanique. Et très tôt, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, s'est posé le problème des cordes vibrantes, essentiellement en observant les instruments de musique. En gros, la question qui se posait, c'est comment vibre une corde de guitare? Je l'écarte de sa position d'équilibre, je la lâche, comment va-t-elle vibrer? Alors, en général, les mathématiciens et les physiciens cherchent toujours à revenir à leur point de départ. Comme on connaît, on peut écrire les équations pour une masse unique. Ici, on a une masse distribuée. Eh bien, Jean Bernoulli, qui a été le maître de l'air, excusez du peu, Jean Bernoulli propose une approche qui, au fond, est très contemporaine, qui est une approche de discrétisation. Il découpe la corde en petits éléments, et il va affecter une variable de déplacement à chacune de ces petites masses individuelles. Et puis il va écrire l'équation, la même équation que celle qu'on a vue tout à l'heure, masse fois accélération égale force pour chacune des petites masses. Alors, une masse individuelle, c'est la masse de toute la corde divisée par le nombre de segments, m sur n. L'accélération, c'est toujours la dérivée temporelle, dérivée seconde du déplacement vertical. Et les forces, je vais aller très vite, elles sont liées à la tension dans la corde qui fait que les deux masses qui enserrent celle qui m'intéresse tirent vers le haut ou vers le bas la masse du milieu. Donc je vous passe les détails, mais ça s'exprime par ces termes-là. Ici, vous avez l'effet, donc le terme de gauche, l'effet de la masse de gauche sur la masse centrale, et là, vous avez l'effet de la masse de droite sur la masse centrale. Alors, on simplifie un peu les expressions et on arrive à quelque chose qui est une équation différentielle, mais une équation puisqu'elle implique des dérivés et la fonction inconnue y, mais c'est en fait un système d'équations différentielles couplées. C'est-à-dire que la réponse, pardon, je prends ceci, la fonction inconnue ne dépend pas que de la fonction inconnue elle-même, mais des fonctions inconnues voisines. Et Bernoulli va essayer de résoudre ça pour deux masses, trois masses. Il va y arriver, mais les résultats seront non pertinents. On dirait aujourd'hui la discrétisation est insuffisante. Et puis il va se casser les dents à essayer de le faire pour un problème à 5 masses, 10 masses, 20 masses. Il ne va pas y arriver. D'Alembert, qu'on a déjà rencontré, va faire quelque chose de radical et un peu paradoxal, puisqu'il va dire, puisque c'est difficile quand le nombre de masses augmente, ben, augmentons-le encore plus et passons à la limite. Je vais être obligé d'aller un peu rapidement, mais on constate que si le nombre de masses tend vers l'infini, eh bien cette expression-là devient en fait une dérivée seconde aussi du déplacement, mais cette fois-ci dans la direction x. Et c'est comme ça que d'Alembert introduit pour la première fois dans l'histoire des mathématiques un objet extrêmement important qui sont les équations aux dérivées partielles. Le déplacement inconnu apparaît sous forme de sa dérivée par rapport au temps et sous forme de sa dérivée par rapport à la coordonnée d'espace x. Donc, qu'est-ce qui apparaît dans ce modèle? C'est quelque chose qu'on va retrouver partout. C'est une équation dérivée partielle, soit une relation entre la grandeur physique, ses dérivées et des constantes. On a toujours la notion de condition initiale qui est la déformée de la corde au moment où l'instrumentiste la relâche. On ajoute au bord du domaine des conditions aux limites. On dit que la corde est fixe aux deux extrémités, au chevalet et au sillet. Et notez que l'usage de dérivés suppose qu'il y a continuité temporelle, mais qu'il y a aussi continuité spatiale. Rien qu'à ce niveau-là,
rappelez-vous quand même que l'univers est formé d'atomes, donc il est discret fondamentalement. Donc toute solution continue est par nature distincte de la réalité, même si elle est pertinente. Alors il y a plein d'idéalisations, évidemment. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais la corde dans ce modèle-là est dépourvue de toute rigidité flexionnelle. Il n'y a que la tension. On dit que les supports sont parfaitement rigides, or ils ne le sont pas. La vibration ne se produit que dans un plan, alors qu'en réalité elle est dans deux plans. On néglige les ondes de compression, on néglige le caractère couplé du comportement de l'instrument entier, on néglige les sources de dissipation. Vous voyez qu'on exclut du modèle tout un tas de choses qui pourtant sont pertinentes et qu'on pourra réintroduire après. Alors cet outil des équations aux dérivées partielles va, à partir de D'Alembert, diffuser, il est tellement performant, tellement puissant, qu'en tant qu'outil, il va diffuser dans tous les domaines. Par exemple, en mécanique des fluides, le français Navier et l'anglais Stokes vont proposer une mise en équation complète de la mécanique des fluides sous forme d'un ensemble d'équations qui est un petit peu monstrueux, mais qui implique finalement des choses qu'on a déjà vues, c'est-à-dire des dérivées par rapport au temps, des dérivées par rapport à l'espace, de grandeur qui sont la densité, la vitesse, les contraintes, l'énergie, etc. En électromagnétisme, comme Jean Maouin l'a souligné, Maxwell va unifier l'ensemble des théories de l'électricité et du magnétisme sous forme d'un seul ensemble d'équations qui, de nouveau, impliquent des dérivées partielles par rapport à l'espace, par rapport au temps, des quatre grands champs, électricité, déplacement, induction et champ magnétique. Mais ça déborde largement du champ de la physique, puisque d'autres disciplines vont s'approprier cette technique mathématique si performante. Et par exemple, en démographie, on va trouver l'équation de McKendrick et von Förster, qui décrit, dans un certain contexte, la distribution d'une population. NAT, c'est le nombre d'individus dans une population donnée qui a l'âge A à un temps T donné. Et l'équation, elle exprime quelque chose d'extrêmement simple à dire en langage quotidien, c'est que cette distribution change dans le temps parce que les individus vieillissent ou meurent. C'est aussi simple que ça, c'est un bilan. Quand les individus se déplacent d'une catégorie d'âge à l'autre, ils vieillissent ou ils meurent. Et mu apparaît comme un taux de mortalité. Alors je vous passe les détails, on doit donner une distribution initiale, et puis on suppose qu'il y a une condition initiale, un influx constant de nouveau-nés qui résulte du taux de fertilité à un âge déterminé. Voilà un modèle démographique, mais qui se présente tout à fait sous la même forme, globalement, que les équations de Maxwell ou les équations de Navier-Stokes. En économie, vous avez peut-être entendu parler de la formule de Black-Scholes qui a enrichi beaucoup de gens et appauvri beaucoup d'autres personnes, et qui donne la valeur à un instant donné pour un cours donné d'une option. L'option, c'est la possibilité d'acheter à un terme donné une action à un prix donné indépendamment du cours qu'elle aura à cet instant-là. Alors je vous passe les équations, mais toujours la même chose, des dérivées partielles par rapport au temps, par rapport à l'espace, pas à l'espace, par rapport au cours, et des conditions initiales ou des conditions du même type. Pardon. Alors, je voudrais quand même souligner que dans toutes ces formules, que ce soit celles de Navier-Stokes, de Maxwell ou celles qu'on vient de voir, apparaissent des coefficients, des paramètres. Et ces paramètres, on a tendance, bon, par exemple, si je vous dis G, l'accélération de la gravité, vous dites ça c'est bien une constante, peut-être pas universelle parce qu'elle est terrestre, mais c'est une constante. Mais, oui et non, ça dépend de la trajectoire du boulet. Si on lance le boulet très très haut ou sur de très grandes distances, ben, il ne faut pas oublier que cette constante G, en fait, elle n'est pas constante, elle dépend de l'altitude et elle dépend de la position sur la Terre. Petite erreur, ça devrait être un phi et pas un phi écrit comme ça. Alors vous avez, ceux qui connaissent ont vu dans les équations, par exemple, de Maxwell, la notion de permittivité epsilon ou de perméabilité mu. Ce sont des constantes
Oui et non. Au moment où on formule les équations, on les déclare constants. Et puis après, pour mieux coller à des réalités plus complexes, des matériaux plus complexes, par exemple, eh bien, on va dire, par exemple, que epsilon dépend de la fréquence ou que mu dépend du champ magnétique. Oui, mais là, on commence à profondément transformer les choses. Je ne dis pas que c'est incorrect, mais en fait, derrière cette dépendance qu'on dit empirique, eh bien, il y a au fond déjà une mise en cause du modèle. Dire que epsilon dépend de la fréquence, ça veut dire en réalité que la relation entre le champ électrique et le champ de déplacement est non locale dans le temps, ou en tout cas non proportionnelle et implique des dérivés d'ordre plus élevé. Je passe. Prenons l'exemple de l'équation de McKendrick pour la description d'une population en termes d'âge. Mais la mortalité et la fécondité, ce n'est pas la natalité, c'est la fécondité, varient en réalité dans le temps, et leur valeur dépend de multiples variables cachées. Donc les poser dans l'équation comme, voilà, ça c'est une donnée, maintenant résolvée, c'est un petit peu tromper le client. Et s'il y a un éléphant ici, c'est juste pour rendre hommage à quelqu'un que certains d'entre vous ont pu connaître, qui était mon professeur de mécanique en premier et deuxième candi, Paul Janssens, qui disait toujours au début de ses cours de deuxième candi, donnez-moi 3 paramètres et je vous dessinerai un éléphant, donnez-moi un 4e et je lui ferai tourner la queue. Donc avec beaucoup de paramètres, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Voilà, la phrase était ici. Alors, bon, je vous ai montré comment une catégorie particulière d'équations apparaissait naturellement quand on mathématisait un certain nombre de théories. Alors, une équation, c'est bien, une solution, c'est mieux. Comment fait-on aujourd'hui pour résoudre ces équations? On a 3 voies. La première, c'est de trouver des solutions analytiques. Alors, voilà une très belle équation qui est l'équation d'Alembert, mais dans le domaine des fréquences, qu'on appelle l'équation de Helmholtz. On peut trouver des solutions exactes. Voilà une solution exacte pour une configuration simple. Alors je vous laisse le plaisir de la lire. Moi, je ne la trouve pas simple du tout et pas très lisible non plus. La deuxième voie, c'est de procéder à une analyse qualitative de l'équation. Qualitative dans un sens très noble, c'est-à-dire de l'étudier comme un type d'équation, d'identifier un certain nombre de propriétés, propriétés des solutions, existence des solutions, unicité des solutions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais ce n'est pas produire une solution dans une configuration déterminée. Si on veut faire ça, eh bien on est obligé de recourir à l'ordinateur et à des procédures de discrétisation, parce que l'ordinateur n'est pas capable de gérer, et mettez des bémols à tout ce que je dis, n'est pas capable de gérer, comme nous, des fonctions continues, des dérivés continus. On est obligé de discrétiser le problème. Alors, je vais très très rapidement essayer de vous donner une idée intuitive de la manière dont fonctionnent ces méthodes. La première, ce qu'on appelle la méthode des différences finies. Elle consiste en fait à remplacer une dérivée qui est locale, qui est définie en un point déterminé, simplement par la différence entre la valeur de la fonction en 2 points voisins de ce qu'on appelle une grille de différence finie. Alors pour comprendre l'approximation que ça implique, voilà une courbe, voilà un point, voilà la tangente à la courbe en ce point. Utiliser une approche de différence finie, c'est dire j'approxime la tangente rouge par cette droite bleue qui connecte 2 points voisins. Et plus ces points seront proches, plus l'approximation sera bonne. Et donc, on voit que plus on aura de points dans une grille, meilleure sera l'approximation. Alors moi, j'ai plus pratiqué un deuxième type de méthodes, qui sont des méthodes basées sur des principes qu'on appelle variationnels, qui remontent à un grand scientifique du XVIIIe siècle, Maupertuis, qu'on peut rapprocher aussi de la stratégie de Gaston Lagaffe de paresse universelle. L'idée est de dire que, prenons l'exemple d'une poutre soumise à un chargement, eh bien, elle va se déformer d'une certaine manière sous l'effet de ce chargement distribué. Et en fait, on peut associer à chaque déformation de la poutre une certaine énergie. Et donc, on va déformer la poutre virtuellement de différentes manières, mesurer l'énergie, et ce qu'indique le principe de Maupertuis, c'est que la meilleure solution sera celle qui correspond à l'énergie la plus faible.
Et donc on va dire que la solution, c'est celle-là. Alors en fait, ce n'est pas vrai, parce que la vraie solution, elle est là. Et vous voyez qu'il y a une légère différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, en observant différentes distributions de déplacement, on n'a pas trouvé vraiment la meilleure. Elle n'était pas dans l'espace des solutions recherchées, mais on s'en est quand même rapproché. Donc on cherche en fait, parmi un ensemble de déformations possibles, celle qui conduit à l'énergie la plus faible. C'est par exemple le principe de la méthode des éléments finis. Toutes ces méthodes de discrétisation transforment l'équation dérivée partielle en un système d'équations linéaires. Ça, c'est de nouveau quelque chose qui est connu, connu même en humanité. C'est un système de plusieurs équations à plusieurs inconnus. La seule grosse différence avec les humanités, c'est qu'on va traiter des systèmes qui ont plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions d'équations avec autant d'inconnus. Inutile de vous dire qu'on a besoin de très gros ordinateurs pour le faire. Et quand on compare la puissance de l'UNIVAC à la puissance de ce mythe qui est l'ordinateur le plus puissant actuellement, vous voyez qu'on a gagné 14 ordres de grandeur, c'est-à-dire 10 suivis de 14 zéros. Alors, voilà ce qui concerne le fragment de mathématiques. Le fragment de mathématiques qui est au centre de ce que font les ingénieurs, ce sont des équations dérivées partielles résolues sur ordinateur après une étape de discrétisation. Alors maintenant, je voudrais, il me reste peu de temps, mais insister sur les limites de ces modèles. En fait, pour construire un modèle, on l'a déjà dit dans chacun des deux exposés précédents, on procède à un certain nombre de coupes dans la réalité. Je ne sais pas si le mot est commun, mais c'est comme ça que c'est le mot que j'utilise. Et chacune de ces coupes définit un en dedans et un en dehors du modèle. Et il est impératif d'en avoir pleinement conscience quand on utilise les modèles. Et le centre de ma critique, c'est de dire que trop souvent, on n'a pas cette limite. Alors, 3 exemples de coupes. Il y a d'abord une coupe géométrique. On ne peut pas modéliser l'univers entier. Ça, ce serait revenir à une théorie du tout. Et si on le limite quelque part, on doit à cet endroit-là mettre des conditions limites. Alors, je prends un exemple qui vient de ma pratique et qui consiste, on ne voit peut-être pas très clairement ce que c'est, mais c'est l'intérieur, c'est de la cavité acoustique à l'intérieur d'une voiture. Vous voyez le pare-brise, vous voyez vaguement le dessin des portes, vous voyez le coffre, le logement des roues, etc. Si je m'intéresse au champ acoustique à l'intérieur de la voiture, est-ce que je peux ne travailler que sur la cavité? Oui, mais qu'est-ce que je mets comme condition ici? Est-ce que je dis qu'il y a que la paroi est parfaitement rigide, qu'il y a une certaine absorption? C'est un choix. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Je suis obligé d'inclure la voiture parce qu'il y a une interaction entre le système vibratoire acoustique et le système vibratoire dynamique de la caisse. Maintenant, où sont mes conditions limites? Il faut savoir comment je fixe la voiture. Donc je peux par exemple bloquer les essieux. Mais pourquoi du coup ne pas ajouter les pneus? Alors je mets les pneus dans mon modèle. Et les pneus, je peux construire des modèles très simples, des modèles plus compliqués. Maintenant, les pneus, ils reposent sur la route. La route, est-ce qu'elle est parfaitement rigide? Non, elle a aussi une certaine impédance mécanique. Et donc, vous voyez où je veux en venir, ça ne s'arrête jamais. Je rajoute un modèle de la Terre, et puis on ne sait jamais que la Lune aurait un certain pouvoir d'attraction sur... Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite absolument naturelle, il y a des limites logiques, concrètes, mais c'est malgré tout un choix dont il faut être conscient. Alors, les conditions limites ont un caractère un petit peu paradoxal. Je vais rentrer dans quelque chose qui est un peu mathématique, mais je reprends l'exemple du canon. Comme je vous ai dit, ce qui cause la vitesse initiale est sans importance. Par contre, ce que je veux souligner, c'est que le type de conditions limites que vous pouvez imposer au canon, au boulet ici, il n'est pas lié à la physique du canon. Il est lié à ce qui se passe ici à l'intérieur de ce domaine. C'est-à-dire que la nature des équations qui gouvernent ce qui se passe ici dit « vous avez le droit d'imposer une vitesse, mais vous n'avez pas le droit d'imposer autre chose ». Or, dans la modélisation, au travers de la valeur que je vais donner à la vitesse ici,
Ce que j'essaye de faire, c'est malgré tout de construire une sorte de modèle du canon. Je dis, ce canon, je l'ai étudié, et il est capable de me donner telle vitesse en sortie. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais pour moi, elle est importante. On essaye de modéliser avec quelque chose qui est défini par cet espace-ci, ce qui se passe dans cet espace-là. En réalité, pour connaître vraiment V0, il faudrait aussi un modèle du canon. Un deuxième type de coupe, c'est la coupe que j'appelle physique. Je m'intéresse toujours au son dans cet habitacle. Mais quelles sont les sources qui sont pertinentes? Bien sûr, le moteur. Le moteur avant tout comme source de vibration. Oui, mais je m'arrête où? Est-ce que je regarde juste les vibrations du moteur? Est-ce que je m'intéresse au mouvement des pistons, à la combustion à l'intérieur des pistons, à l'injection du carburant? De nouveau, je m'arrête où? Vous savez, si vous roulez parfois un peu vite sur l'autoroute, que le bruit principal n'est plus le moteur, mais c'est le bruit aérodynamique. Alors je dois prendre en compte l'aérodynamique du véhicule. Et puis ça paraît un peu artificiel, mais moi je sais par expérience que la chaleur, la température à laquelle on fait des essais sur une voiture change complètement le bruit de la voiture. Par exemple, modifie le comportement du pare-brise. Qu'est-ce que je décide de négliger? C'est un problème central. Et une remarque, c'est que plus les ordinateurs deviennent puissants, plus la tentation est grande d'inclure, entre guillemets, plus de physique, ce qui malheureusement ne conduit pas souvent à plus de sens. Mais mes jeunes ingénieurs, je suis désolé de parler comme un vieux, mais c'est comme ça, mes jeunes ingénieurs veulent toujours mettre plus. Ah mais on pourrait faire ça aussi, on pourrait mettre de la dissipation là, etc. Et malheureusement, on noie le problème derrière une complexité qu'on ne maîtrise pas. Et puis dernière chose, il y a une coupe qui est liée directement à la méthode numérique qu'on utilise et à la discrétisation. Je vais prendre l'exemple de la turbulence. Si vous regardez l'eau couler de votre robinet à la maison, vous voyez que si vous augmentez progressivement le débit, à un moment donné, l'écoulement devient turbulent. C'est une propriété standard des écoulements. Au-delà d'un certain débit, on va appeler ça débit, l'écoulement devient complexe, chaotique, turbulent. Or, en mécanique des fluides numériques, qui est quelque chose sans lesquels les avions ne voleraient pas, les voitures ne rouleraient pas, qui est utilisé constamment dans l'industrie, en mécanique des fluides, la turbulence n'est jamais complètement résolue. Elle est résolue jusqu'à une certaine échelle de tourbillons, et puis le reste, parce que les tourbillons vont des plus grands aux plus petits suivant une cascade d'énergie, et bien ensuite on appelle ça modélisée. C'est-à-dire qu'en gros, on met une bonne recette de cuisine qui va prendre en compte la turbulence. Alors, j'ai bientôt fini, mais c'est probablement la figure la plus compliquée à comprendre. Je ne vais pas la détailler très fort. Vous avez un cube ici, au travers duquel on modélise un écoulement, peu importe quel type d'écoulement. Et les surfaces grises rassemblent tous les points où la vitesse est exactement de 7 mètres par seconde. Vitesse dans le sens de l'écoulement. Et en fait, on va regarder ce même résultat pour plusieurs échelles de discrétisation. Discrétisation très grossière, 32 000 points. Discrétisation un peu plus fine, 262 000, 600 000, 2 millions, 5 millions. Je reviens en arrière. Vous admettrez que c'est censé être le même écoulement, dans les mêmes conditions, calculé à partir des mêmes équations, et simplement parce que la discrétisation est différente, on ne peut pas vraiment parler de la même physique ou du même comportement. Et puis je vais encore plus loin avec 5 millions de points. Alors, 16 millions de points. Vous voyez que ça se complexifie toujours. Admettons, ce qui n'est pas le cas, que cette dernière image représente vraiment la réalité de l'écoulement. J'espère que vous serez d'accord de dire qu'à ce moment-là, ceci est clairement irréel. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais peut-être que c'est une irréalité pertinente, ça dépend du contexte, ça dépend de la question qui est posée. Si je regarde l'écoulement à très grande échelle, il n'y a que le débit moyen qui m'intéresse, peut-être que je n'ai pas besoin de connaître la turbulence dans tous ses détails. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que physiquement, c'est aussi complexe que ça, et personnellement, je ne mettrai pas ma main à couper que ceci représente cela. Alors, quelques conclusions. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. La modélisation est un outil extrêmement puissant au service des scientifiques et des ingénieurs. Mais il est très tentant,
Je ne parle pas de scientifiques qui font de la recherche, qui produisent des modèles et qui se posent des questions. Mais pour un ingénieur qui utilise au quotidien un logiciel qu'il n'a pas développé et qu'on lui fournit sur étagère, il est très tentant de confondre modèle et réalité, ce qui est très dangereux. L'acteur, le modélisateur, enfin l'acteur, doit regarder son modèle et regarder la réalité et constamment comparer les deux par des mesures ou même simplement des réflexions purement intellectuelles et un sens critique. Quand l'acteur ne voit la réalité qu'au travers du modèle, il faut dire attention, danger. Alors, il est impératif aussi d'être pleinement conscient des limites de la modélisation. Limites des équations posées, les phénomènes inclus, les phénomènes exclus, limites des méthodes numériques, limites des valeurs, de la confiance qu'on peut accorder aux valeurs qu'on donne aux conditions initiales et aux conditions limites, et de la confiance qu'on peut accorder à la valeur des paramètres. Alors, l'usage abusif de la modélisation est une démission de l'intelligence et de la réflexion. Je cite un exemple volontairement un peu ironique, mais ça ne se voit peut-être pas très clairement, mais voilà un modèle du cockpit de l'A400M. Et vous avez des courbes de niveau ici qui vous donnent des informations sur le bruit. Un de mes ingénieurs, il y a 15 ans, donc il y a prescription, a passé 3 mois à construire le modèle et plusieurs semaines de temps de calcul sur ordinateur pour le faire tourner. Avec un beau rapport plein de couleurs de 50 pages qui se concluait sur la remarque pleine de sens qu'il y avait moins de bruit dans le cockpit quand la porte était fermée que quand la porte était ouverte. Je pense qu'on aurait peut-être pu arriver à la même conclusion sans toute cette dépense. Donc l'utilisateur du modèle, enfin bien entendu celui qui développe le modèle est responsable, mais celui qui l'utilise porte une énorme responsabilité. J'ai l'habitude de dire, et on peut me critiquer pour ça, que la simulation donne toujours la bonne réponse. Plutôt à cette question, je donne une réponse qui est oui avec autant de bémols que vous voudrez en mettre. Mais est-ce que l'utilisateur lui pose toujours les bonnes questions? Là, je vous réponds non avec un triple forté. Alors, dernière conclusion, c'est justement sur la simulation, la modélisation dans le domaine de la recherche. La modélisation doit toujours être un moyen. Je constate et je le regrette que pour de nombreux chercheurs, elle est devenue une fin en soi. On n'étudie plus la physique qui sous-tend le modèle ou qui est le but du modèle, mais on étudie les techniques de simulation pour elles-mêmes et pas toujours, pas suffisamment, pas explicitement pour prédire et comprendre un phénomène donné. Et le pire, c'est quand les ingénieurs se mettent de faire des mathématiques sur les techniques de simulation, ça donne lieu à des mathématiques expérimentales, et je ne sais pas ce que Jean Marouin en pense, mais je ne suis pas persuadé qu'il en pense beaucoup de bien. Et pour les étudiants, les modèles sont de plus en plus souvent intégrés dans leur formation dès le début. On manque de ressources, on manque de moyens, on ne peut plus encadrer correctement des laboratoires. Donc les étudiants font des expériences virtuelles sur ordinateur et voient de plus en plus les modèles comme la réalité ultime et sont fascinés par la beauté des images qu'ils produisent et perdent le sens critique. Voilà, donc conclusion de cet exposé, faites attention aux modèles, ils ne sont pas forcément à suivre. Merci beaucoup.